4e masterclass en ouverture de la Sophia AI Week, puisqu'on rappelle que demain débutera le Sophia Summit pour mercredi, jeudi, vendredi. Et depuis 4 ans, nous organisons des masterclass en ouverture, une masterclass académique, et on vient d'avoir le bonheur d'avoir INRIA Academy, une masterclass en jeune entreprise innovante, et puis aussi une masterclass grand groupe avec Orange en l'occurrence. Et pour clôturer cette journée de partage et d'apprentissage, nous accueillons la ville de Briotte, ici représentée par Jérôme Chifflet, qui est premier adjoint, ainsi que Martine à la culture et Maxime au service. Donc, en effet, une pluralité des compétences et des connaissances pour savoir comment et pourquoi vous avez décidé à Briotte de vous faire aider par une intelligence artificielle dans le domaine des métiers des verriers. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette masterclass dite de territoire. Et la parole est à vous pour les prochaines minutes. Et encore, merci. Merci Florence. Donc, effectivement, on est très honorés de participer d'abord à cette masterclass pour vous donner vraiment un exemple de ce que peut faire l'intelligence artificielle dans le cadre de l'art. Et alors, je sais qu'on a un tout petit peu de temps devant nous, hein, parce que donc on a à peu près un peu plus d'1 heure, et il m'a semblé important avant de plonger dans l'application elle-même, c'est-à-dire qu'a-t-on fait avec l'art et l'IA, c'est de redéfinir quelques termes. Bon, j'ai des vieilles mariottes, donc effectivement, quand je parle d'un sujet, je parle art et IA, j'aime bien définir chaque terme. Donc je vous parlerai un peu d'innovation, parce que l'innovation est au cœur de toute création, à mon sens, hein. Un peu d'IA, mais bon, là, je pense qu'avec les interlocuteurs que vous avez eus, dont Faisal, donc pour Orange, donc je pense que je ne me permettrai pas en plus de commenter ce qu'il a dû dire, qui est tout à fait exact et intéressant. Et puis, donc, on verra l'application. Alors, quelques mots sur, effectivement, j'aime bien, lorsqu'on parle d'innovation, de dire de quoi on parle. Et je me rappelle que lorsque j'étais chez Orange, justement, donc j'ai eu l'occasion de travailler avec la direction scientifique du CEA. Et plus particulièrement donc, avec le LETI, qui avait un laboratoire d'innovation qui s'appelait IDEAS Lab. Et IDEAS Lab, dirigé par Michel Ida, hein, si je suis correct, tu me corrigeras, fait ça. Donc IDEAS Lab, effectivement, un jour on demande à Michel Ida, qui est quand même le directeur de laboratoire d'innovation du CEA, c'est une référence, de définir l'innovation. Et il a ce mot qui dit, en fait, l'innovation, c'est la rencontre. Et plus précisément, un terme plus technique, mais extrêmement intéressant, la sérendipité. La sérendipité, c'est effectivement les conditions qui font que des choses improbables arrivent. Alors, effectivement, historiquement, ça vient des princes de Sérendip. Alors, Sérendip, c'est l'ex-nom du Ceylan, voilà. Donc... Et donc, c'est en un mot, c'est l'histoire d'un roi, donc à l'époque, hein, donc 500 avant Jésus-Christ, qui effectivement envoie ses 3 fils à travers différents pays de la région pour s'éduquer, pour apprendre. Hein. Et effectivement, il y a la fameuse histoire. Donc, et en fait, tout au long, il leur arrive des tas de péripéties dans ce voyage, et notamment la fameuse péripétie du chameau, où effectivement, ils arrivent à décrire un chameau sans l'avoir vu, uniquement à travers ses traces. D'accord, qu'il a laissé. Et bon, en plus, ils ont évidemment accusé d'avoir volé ce chameau, parce que le chameau a disparu, et ils risquent la peine de mort. À cette époque-là, on rigolait pas. Donc voilà. Et c'est un peu, et finalement, ils seront sauvés, bien sûr. Mais l'histoire est, enfin, pour résumer, c'est effectivement comment, avec de la perspicacité, avec plusieurs indices, on arrive à faire avancer les choses, à trouver des réponses à des problèmes qu'on n'attend pas. Et ça, c'est vraiment la définition. Et d'ailleurs, alors l'exemple du chameau, vous le retrouvez chez Voltaire un peu plus tard, dans Zadig. Quand j'ai lu Zadig de Voltaire, je dis, il a plagié, c'est pas possible. Non, il n'a pas plagié. Enfin bon, il s'est inspiré très largement de ce conte des princes de Sérendip. Bon, voilà, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais m'étendre là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, ensuite, l'innovation, si je donne les quelques dates, bon, il y a la sérendipité. Ensuite, on va la retrouver avec l'art, avec ce qu'on appelle l'effet Médicis. Il y a le bouquin de Johansson qui passe l'effet Médicis, et en fait, ça consiste encore une fois à mélanger des gens improbables qui n'auraient pas... Alors, pour la maison Médicis, évidemment, on va mélanger des artistes, hein, bon, des peintres, des sculpteurs, bon, ça, c'est un peu connu, mais on retrouve ça. Et un peu plus tard, on va retrouver ça, et c'est les Finlandais, je crois, oui, c'est l'université d'Aalto, qui va créer une université où elle va mélanger
justement des étudiants, des scientifiques, des littéraires, des artistes, voilà. Et on va retrouver ça. Ça sera copié un peu plus tard par Central Paris, qui va faire donc avec Strat College, quoi. Ils vont commencer à grouper. Et c'est important en France parce qu'on a une espèce de propension à la segmentation. Hein. Les ingénieurs du technique, les commerciaux, c'est pas les mêmes aujourd'hui. J'ai un mal fou à mélanger un conseil d'administration d'une école d'une business school avec une école purement technique d'ingénieur, quoi. Alors que bon. Voilà. Donc, encore une fois, on retrouve ce phénomène donc, je dirais du mélange ou de la fertilisation croisée. On appelle ça comme ça maintenant, fertilisation croisée. Mais c'est extrêmement important. Bon, après, ce qui est intéressant dans l'innovation, juste pour finir sur ce chapitre-là, bon, on va trouver l'innovation effectivement dans l'innovation de rupture. Alors, j'aime pas employer ce mot parce que ça ne veut absolument rien dire. Parce que si vous déconnectez l'innovation du domaine, c'est rupture ou c'est incrémental. Donc ça n'a absolument aucun sens. Par contre, il y en a une qui m'a frappé quand j'étais... Alors c'était en 2000, hein, c'était et avant de créer ma société. Et donc, c'est l'innovation qui m'a vraiment, je trouve, la plus géniale. C'est celle qui a été faite par Michelin quand il a décidé d'arrêter de vendre des pneus et de vendre des kilomètres. C'est une innovation qui paraît, bon, il n'y a pas de technique, il n'y a rien, mais ça a été, enfin, c'est purement génial, quoi. C'est purement génial, c'est l'innovation des business models. Et là, on est il y a 20 ans en arrière. Donc ça c'est extrêmement important. Après, l'autre fait marquant, il faut attendre Chesebrough en 2003, c'est donc l'open innovation. Alors l'open innovation, je vais être un peu, je vais avoir la dent dure pour Orange que j'adore et qui est encore mon employeur, mais comme la plupart des grands groupes. Il faut bien voir que l'open innovation, ça vient d'où? Effectivement, le concept est bien. Ce n'est pas les grands groupes qui vont se tourner vers les petites structures pour dire on va les aider. Non, c'est qu'en fait, dans la chaîne de valeur, entre l'innovation et le marché, il y a vraiment un profond changement. On a été très longtemps, et on a connu ça, j'ai vécu ça même avec Faisal, donc, quand on était chez Orange, quand on poussait l'ATM, on a découvert les chercheurs de Lannion ont trouvé donc une nouvelle méthode de transmission, ça a été l'ATM, c'était révolutionnaire, et on a poussé ça. On a poussé, vraiment. Ensuite, après 2005, c'était plus possible. Dans les chaînes de valeur, l'innovation était complètement, elle pouvait être à tout moment. Donc on n'avait plus, c'est vu, on n'est plus en techno-push, on est en market pool. Et donc il faut déplacer les acteurs de la chaîne de valeur. Et là, même les grands groupes ne peuvent pas y arriver. Donc le concept d'open innovation a vraiment un sens. Alors pourquoi j'allais dire que j'ai un peu la dent dure, c'est parce qu'en fait ça a été fait aussi un peu, il y a eu beaucoup de marketing sur l'open innovation. Beaucoup de marketing par les grandes boîtes. Mais dans la réalité, j'ai aussi été patron d'une petite structure. Quand vous voulez travailler avec un grand groupe, il faut se lever tôt. Et on perd beaucoup de temps et c'est très compliqué. Donc, bon. Mais la volonté y est. Donc, c'est important. La volonté de l'open innovation y est. Donc, ça, c'est vraiment le plus important. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que l'art et la science, ça fait sens. Ça fait sens parce que depuis la nuit des temps, pour créer, il faut mélanger les... voilà. Alors, l'IA. Alors l'IA, c'est là où je vais être très prudent, mais je me suis dit, je ne vais pas leur parler de l'IA alors qu'ils ont eu des éminents confrères avant qui leur ont expliqué des tas de choses intéressantes. Alors, je vais être un peu provocateur. J'ai envie de dire, où est-ce que l'IA ne sert à rien? Parce que c'est aussi intéressant. Alors pourquoi je dis ça? Alors, je fais allusion, paradoxalement, c'est un petit papier que j'ai écrit dans le blog de la recherche d'Orange et qu'on trouve dans le Start, je crois, le magazine que vous avez ici, hein, qui en fait... Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir donc un magazine technique, scientifique ou y compris économique sur les startups sans voir le mot IA. Et si une startup ne dit pas qu'elle utilise l'IA, elle est condamnée d'avance, quoi. Donc là, il y a un peu cette espèce de mode, hein, qui m'irriche un peu le poil. Et à tel point que dernièrement, parce que je m'occupe aussi de startups, et j'ai vu une startup que je nommerai surtout pas, hein, qui utilise l'IA pour résoudre un problème d'ordonnancement. C'est-à-dire des problèmes qui ont des solutions beaucoup plus efficaces au niveau algorithmique qu'en utilisant l'IA. Alors, je schématise parce que l'IA est toujours utile, même dans des bancs. Mais si je pousse à l'extrême, je viens du monde de l'aide à la décision, de la recherche opérationnelle. Donc, j'ai passé toute ma carrière à essayer de résoudre des problèmes, donc en utilisant les outils du moment. Effectivement, de 45 jusqu'en 90, les outils, l'optimisation convexe, l'optimisation discrète, la recherche opérationnelle, c'était les outils que nous avions en tant que mathématiciens. Voilà. Et ces outils-là, ils ne sont pas devenus obsolètes. Aujourd'hui, on peut minimiser une fonction convexe en utilisant l'IA. Il n'y a aucun souci. On va y arriver, on va trouver. Sauf que c'est quand même plus simple de calculer la dérivée. D'accord ?
Donc, je schématise un petit peu, mais il y a des tas de problèmes qui ont des solutions, des algorithmes, et non pas les algorithmes d'IA. Alors moi, j'ai presque pensé qu'un algorithme d'IA, c'était c'est un oxymore. Algorithme, c'est quelque chose de déterministe, donc c'est une recette de cuisine. Hein. Et l'IA, c'est une approche différente, complètement intéressante, passionnante, puissante. Donc là, je ne reviens pas dessus, hein, mais donc qui est vraiment tout autre. Donc, s'il vous plaît, quand vous utilisez l'IA, utilisez-le. Enfin, première chose à faire, est-ce que c'est vraiment la bonne méthode, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je veux dire, il y a des gens qui sont cassés la tête, il y a des mathématiciens qui ont monté des... Voilà. Alors, n'empêche que ça se comprend. Ça se comprend parce que l'IA vient des data scientists, des gens qui ont manié les données, qui ont développé et qui avaient une culture. Voilà. Et ensuite, c'est intéressant parce que lorsque les mathématiciens ont daigné se pencher sur le problème, on a fait des gros progrès. On a vu apparaître les réseaux de neurones de convolution, on a vu apparaître des tas de choses extrêmement intéressantes, passionnantes, et c'est pas fini. Donc, l'IA, c'est un magnifique outil, et on va continuer à utiliser, et bien heureusement. Alors, est-ce qu'on ira effectivement est-ce qu'en 2045, notre ami Kurzweil a raison et qu'on aura passé la singularité technologique? J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai vu qu'il y avait un tableau dans une des salles là, où il y a marqué l'IA en 2050. Donc, il y a des gens qui ont mis oui, la machine sera devant. Franchement, je ne le sais pas. Franchement, je ne le sais pas. Mais encore une fois, lorsqu'on utilise l'IA, c'est qu'on a un problème d'aide à la décision. Quand on a un problème d'aide à la décision, le plus important, c'est le modèle. Et si vous vous trompez de modèle, quel que soit l'outil que vous emploierez derrière, la solution sera mauvaise. Donc, il faut revenir vraiment à des fondamentaux. Voilà, donc ça, c'était mon petit couplet donc, sur l'IA. Alors, juste, bon, je pense que tu en as parlé, Faisal, effectivement, bon, le machine learning reste effectivement une approche qui est aujourd'hui extrêmement importante, hein, quelle que soit la catégorie, supervisée, non supervisée, renforcée, tout ça, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, puis c'est pas le but. Hein. C'est pas le but et je n'ai pas la compétence. Alors, ensuite, innovation IA, on va commencer à s'approcher du sujet. Alors là, j'ai creusé un petit peu, hein, ça. Voilà, je me suis aperçu que effectivement, alors le premier, il paraît que c'était ILIAC, c'est l'ordinateur de l'Illinois, c'est ça qu'il a ce nom-là, hein, et qui a commencé à faire des partitions. Ensuite, je crois que les Japonais ont fait carrément des symphonies ils sont allés beaucoup plus loin dans ce domaine-là. Hein. Donc, on est en 57. Hein, voilà. Alors, Aran, c'est le premier aussi. Donc, pour être, j'ai pris quelques notes aussi, mais. Donc, Aran, oui, c'était Harold de Cohen. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, on va voir, c'est le même exemple qu'on va voir avec la verrerie, c'est qu'Aran, il faisait des dessins noir et blanc avec un ordinateur, mais il finissait ses dessins. C'est-à-dire que l'artiste reprenait la main à la fin. C'est pour ça que c'est intéressant. Ensuite, Deep Dream, c'est là où on retrouve les matrices de convolution. Et alors, j'ai appris un mot, je vous le dis, parce que je l'ai appris tout à l'heure. Hein, ils utilisent la pareidolie. La pareidolie, c'est en fait le fait de voir une image dans un paysage. Voilà, une image cachée dans un paysage, avec des effets pareidoliques et donc des matrices de convolution pour faire avancer tout ça. Et puis ensuite, la vraie, enfin là où vraiment, et ce qu'on a utilisé nous, c'est le GAN, hein, ces fameux Adversarial Network. Donc, c'est ces fameux où on met en compétition deux algorithmes, hein, donc deux processus pour arriver à créer. Et l'exemple, c'est qu'on prend 3 visages et on en a un à la fin. Voilà. Ça, c'est vraiment donc les choses, l'introduction, j'espère que je n'ai pas été trop long, que je voulais faire sur donc, la partie innovation, la partie IA et l'IA et l'innovation. Alors maintenant, avant de rentrer vraiment dans ce que, la naissance de ce beau bébé là que vous voyez, je vais laisser la parole à Maxime, pardon, qui va nous parler justement de l'art et de Biot. Donc là, on passe sur l'art. Maxime, tu as un bref mot sur l'histoire du verre, notamment à Biot, sachant qu'on a un pont en commun, ce que j'ai découvert en arrivant à la maison d'intelligence artificielle aujourd'hui. Parce que c'est en 56 que McCarthy définit en fait la discipline de l'intelligence artificielle, et c'est aussi en 56 que l'art commence un petit peu à Biot, notamment au niveau du verre, parce que c'est en 1956 que Éloi Monod développe la verrerie de Biot. Donc c'est un artiste qui crée cette verrerie-là, qui devient un lieu d'accueil et puis d'apprentissage pour des artistes et artisans qui apprennent le métier du verre, qui apprennent à souffler le verre.
Ça a créé de nombreuses familles qui sont toujours en activité aujourd'hui et où leur fils, Robert Pirigny, qui a été formé à la verrerie de Biot, et aujourd'hui Antoine Pirigny est verrier sur la commune de Biot. Il y a également Christophe Sabat. Tous ces verriers continuent à travailler sur la commune. Et puis, ça a été un des premiers projets avec l'intelligence artificielle de créer cette œuvre-là. En 97, fort de cet héritage, avec Éloi Monod et puis tous les verriers qui ont suivi, la ville de Biot a pu être labellisée ville et métiers d'art, notamment par rapport au verre, au métier du verre. Et puis nous, on a continué un petit peu en 2022. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler ou sont venus au village de Biot, parce qu'on a eu le BIG, alors ce qu'on appelle le BIG, mais c'est le Biot International Glass Festival, donc c'est le festival international du verre, car Biot est capitale en France du verre. Et on a pu avoir la chance de recevoir de nombreux verriers du monde entier. Et puis c'était une édition un petit peu particulière, puisqu'elle a été parrainée par Lino Tagliapietra, qui est un grand maître verrier qui nous vient d'Italie, à Murano, et qui a un petit peu exporté, on va dire, le verre depuis l'Italie et depuis l'Europe vers les États-Unis. Donc il a créé un grand courant artistique sur le domaine du verre. Voilà, donc ça c'était pour l'histoire de Biot, le verre notamment, et puis c'est tous ces verriers-là qu'on va retrouver pour la construction de cette œuvre. Je te laisse la parole. Merci Maxime. Donc, comment débute l'histoire? L'histoire débute avec le créateur donc, du WAICF, donc Marco Landi. Marco Landi, alors, qui a été très célèbre. Donc, il a fait revenir Steve Jobs chez Apple. Il était responsable monde d'Apple. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a une vie très riche au niveau donc, technologique. Et Marco convainc la région de créer le World AI Can Festival, WAICF. Voilà. Et Marco m'appelle et me dit Jérôme, je veux donc un exemple d'art et d'IA. Donc pour il me faut un exemple. Alors, je me rappelle, Martine, tu te souviens? Donc, je dis à Martine, qui est responsable donc, de la culture et du commerce à Biot, je dis Martine, bah, tu réunis l'équipe, il faut qu'on trouve un projet. Et alors, on se réunit tous ensemble dans une salle. Et puis, je dis, voilà, on va faire un projet art et IA, en sachant absolument pas ce que j'allais faire. Et puis, évidemment, je me prends tout de suite la première question, mais Jérôme, c'est quoi? Tu parles de quoi, là? Et alors là, je dis, ben, c'est simple. Les Japonais ont fait des scénarios, des partitions de films avec l'IA. On fait des symphonies, on fait des tas de choses. Donc, nous, comme on sait faire que le verre, on va faire du verre. Et ça naît vraiment de cette réflexion, voilà, on n'a vraiment pas le choix, quoi. Donc il fallait, on décide de faire effectivement souffler une verrerie en utilisant l'intelligence artificielle. Bon, une fois qu'on a dit ça, j'ai besoin de 3 choses. Il me faut une équipe en IA, enfin des gens qui manient des GANistes, je crois qu'on appelle des gens qui manient le GAN suffisamment bien pour pouvoir créer une œuvre à partir de photos. Il me faut des verriers, un collectif de verriers. Alors ça, pas trop difficile, puisque donc on a assez rapidement trouvé 5 verriers. Et puis il me faut un financement. Bon, je passe le financement. Je remercie quand même la région, la CASA, la communauté d'agglomération, le département et la mairie, qui sont unis tous ensemble pour pouvoir qu'on puisse faire ce projet. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, pour l'algorithme, je rêve que Öbius va bosser avec moi. Öbius, c'est ceux qui ont fait le fameux tableau Bellamy, vendu 435 000 $ chez Christie's à New York. Voilà, hein. Bellamy venant de Goodfellow, qui était, comme chacun sait, l'inventeur du GAN. Okay, voilà. Donc, et je téléphone à Pierre, un des fondateurs donc, de Öbius. Je prends ma petite voix et je dis, Pierre, tu accepterais de nous faire une verrerie? Et là, chance extraordinaire, il me dit, mais Biot, j'adore. Quand j'étais petit, je me baladais toujours dans les rues de Biot et tout. Ouais, je viens. Génial. Les verriers, on les avait. Je dis, bon, ça démarre pas trop mal. Donc, première étape, comment je nourris le GAN, comment je nourris l'algorithme. Et là, Pierre me dit, moi, en dessous de 1500 photos, je sais pas faire. Bon, ok. Donc, Martine réunit tous les verriers, leur dit, mais vous avez quoi dans vos tiroirs comme photo? Évidemment, libre de droit, machin, patin, couffin. Donc, et effectivement, on arrivait péniblement à 900. Enfin, la première fois, on a à peu près 1000. On était à 1000, ok. 1000 photos. Et là, c'est extrêmement intéressant ce qui s'est passé, parce que ça s'est passé en 2 étapes, parce que ça va pas toujours aussi vite qu'on croit. Hein. Et donc, alors voilà, on a toutes ces photos, ok, et on les donne à Pierre, à Öbius, qui fait tourner le GAN, qui le paramètre et tout, et qui renvoie, combien il a renvoyé, 100 ou 200 photos la première fois, hein? Il renvoie 200 photos. Là,
on passe ces photos à nos 5 verriers en disant, est-ce qu'il y en a une qui vous inspire? Et là, on se prend, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Bouf. Ok, je leur dis, oui, c'est ce que vous faites. Et effectivement, l'algorithme avait bien travaillé et il avait fait une synthèse de ce qu'il m'avait donné. Donc, ils n'avaient trouvé aucune innovation. Puisque tout ce qu'ils voyaient, il avait vu, ils reconnaissaient plus ou moins leur truc, donc c'est bon, ça tombe à plat. Et là, on se dit, comment on s'en sort? Et là, Pierre, je crois que c'est Pierre qui nous dit, il en faut plus de photos. Et à ce moment-là, plus de photos, je crois que c'est un des verriers, c'est Christian Lati, je crois, qui dit, mais moi, pour travailler, je me suis inspiré de telle école. Donc, je me sers de tel verrier, de tel artiste du début du siècle, voilà. Et on se met à ajouter tous les inspirateurs de ces fameux 5 verriers. Donc, on multiplie effectivement le nombre de photos, et surtout, on fait rentrer dans l'algorithme des photos qui ne sont pas des œuvres des 5 verriers. Et c'est ce qui va expliquer la suite. Parce que là, quand on leur envoie donc les photos, donc les photos qui sortent, quand on leur envoie ça, ok, alors là, je passe une très mauvaise nuit, parce que j'envoie 100 photos à des gens qui m'ont déjà jeté une première fois, en espérant que les 5 gars, ils vont me sortir 1 ou 2 photos, parce que si chacun m'en sort de la sienne, on est mal. On est mal, chef. Donc, là, je passe une très mauvaise nuit, jamais on s'en sort, et là, on se prend le mur si jamais, voilà. Et là, fête incroyable. Les 5 verriers me sortent tous 2 photos, les mêmes. Alors, incroyable, oui et non. Incroyable parce que, bon, la probabilité était sur le papier très faible. Mais pourquoi ils ont sorti ces photos-là, qu'on va voir, hein, c'est les 2 dernières. Hein. Pourquoi ils les sortent? Parce qu'en fait, c'est des images auxquelles ils n'avaient pas pensé. C'est tout. C'est tout. Et lorsqu'on leur montrait leurs propres œuvres, ils y avaient déjà pensé puisqu'ils les avaient créées. Voilà. Et c'est là toute la puissance de l'IA. Donc, à ce moment-là, ils choisissent ces 2 photos. Et alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va passer à la fabrication. Et alors, vous voyez bien, ce qui a été choisi, c'est ça. C'est en fait les 2 photos. Mais ce qui a été fait, c'est ça. Alors, c'est quoi la différence? En fait, ils ont repris la main. Et alors, c'est marrant, parce que je me rappelle cette réunion, je te rappelle, Martine, on était ensemble, ils étaient devant ces 2 photos. Et tout de suite, ils ont eu... Alors, d'abord, on voulait quelque chose de grand. Or, il faut savoir que si vous soufflez une verrie dans un four, ça fait 60 cm. Donc, vous êtes condamné à 60 cm. Or là, ça fait plus de 60 cm. Forcément, on l'a coupé en 2. Donc, ils ont eu l'idée de la couper en 2. Ils ont eu l'idée d'y inclure le symbole de biote, parce que le biote, c'est le verbulé. Il fallait du verbulé. Donc, ils ont mis du verbulé. Donc, et ce qui leur a vraiment plu, c'est effectivement une forme à laquelle ils n'avaient pas imaginé. Effectivement, donc, on retrouve beaucoup de caractéristiques des verriers, mais la texture et la forme, ils ont vraiment adoré. Et donc, ils l'ont fait, ça a pris toute une journée. Hein. C'est chez Pierini, je crois, toute une journée, hein, chez ce monsieur-là. Plus d'une journée. Oui, parce qu'ensuite, il a fallu la couper, faire fabriquer la boule dans une autre verrerie, la couper, l'assembler, tout ça. Ok. Donc, on arrive vraiment à quelque chose... Enfin, bon, moi, je le trouve beau. Hein. Puis alors, il y a la signature que vous trouvez sur le tableau de Bellamy, hein, la signature de Bios, hein, qui est incrustée. Vous pourrez la voir tout à l'heure si vous vous approchez. Donc, on a vraiment donc, réalisé donc, cette œuvre. Hein. C'est un beau bébé, il fait 80 cm, hein, parce que c'est ça. Et alors, je ne sais pas s'il fait 28 ou 30 kilos. 35. Il fait 35 kilos. Alors oui, je ne vous garantis pas, chaque fois qu'on la déplace, on a très peur. Mais voilà, donc pour résumer, on a vraiment passé des étapes assez intéressantes et très instructives, notamment sur l'histoire des photos, c'est comment on passe. Et puis, on avait vraiment 2 challenges à relever. Le premier, c'était la 3D. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'au début, j'ai pris 2 sociétés. J'ai pris Ebius et Visua 3D. Visua 3D, c'est une société spécialiste du métaverse, hein, qui est spécialisée dans la création et la manipulation d'images 3D. Hein, ils digitalisent tous les grands musées dans le monde. Hein, et donc, Visua 3D, parce que je me suis dit, je vais faire les photos. Ensuite, quand ils ont choisi, je demande à Visua 3D de me faire une exemple 3D. Et ensuite, ils n'ont plus qu'à le faire. Et en fait, je n'ai pas eu besoin de Visua 3D. Je n'ai pas eu besoin parce que les verriers ont repris la main sur la photo. Et pourquoi ils reprennent la main sur la photo? Parce que les verriers, ils travaillent comme ça. Ils travaillent sur des croquis. Donc pour eux, ça ne les choquait absolument pas de bosser sur une photo, puisqu'ils travaillent comme ça.
Et donc, donc on avait le premier challenge du 3D. Et le second challenge qui n'était pas évident, c'est que bon, il y avait 5 verriers, quoi. Il y avait 5 verriers avec 5 inspirations différentes. Voilà, il fallait, c'est une œuvre collective. Donc 3D, collectif, on avait beaucoup de challenges à relever. Mais je crois que ce soit les verriers, que ce soit la mairie de Biot et tous les gens qui nous ont aidés, je crois, en fait que... Et en plus, alors, on a eu encore une chance extraordinaire parce que le WAICF devait avoir lieu en février. Et en février, on n'était vraiment pas prêts, puisqu'on les a contactés en septembre. En septembre. Hein. Donc, on n'était pas prêts en février. Et WAICF a été, cause Covid, déplacé de 4 mois, le temps de réaliser. Donc, on a eu encore une fois beaucoup de chance. Hein. Mais ça nous encourage, parce que l'idée, effectivement, alors qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il faut toujours avoir... quand j'ai proposé ça à Jean-Pierre Dermite, donc le maire de Biot, hein, au départ, on va créer donc une maison du verre. Maison du verre à Biot. Et je me suis dit, si on fait une maison du verre, c'est pour attirer des verriers du monde entier. Il faut une approche internationale. Et pourquoi pas leur proposer une plateforme de co-création, donc, où des verriers alors on est jumelé avec Tacoma, enfin Seattle, donc aux États-Unis, avec les verriers. Pourquoi pas faire travailler des verriers à Tacoma et des verriers à Biot à travers la plateforme avec Eubius. Et une fois qu'ils ont créé une œuvre, ils viennent la créer. Voilà. Donc l'idée, c'est de proposer donc un outil supplémentaire de créativité augmentée, c'est comme ça que je l'appelle, hein, un outil de créativité augmentée, donc aux verriers de Biot et aux verriers. Alors, parce qu'on a commencé par là. Mais l'année prochaine, j'espère, je croise les doigts, normalement, je devrais réaliser une mosaïque sur le même principe, hein, donc effectivement avec des mosaïstes. Et puis, alors, c'est pas tout le même principe parce on a changé les règles du jeu, mais l'idée, c'est encore ça, c'est de démontrer qu'on peut se servir de l'IA comme un instrument de créativité qui en aucun cas se substituerait d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est vrai pour tous les métiers. Hein. Donc, l'IA va remplacer ci, remplacer ça. Il ne remplacera jamais personne, hein, mais il aidera beaucoup de gens. Il aidera beaucoup de gens. Donc voilà, c'était ce que Martine Maxime, tu veux ajouter quelque chose sur ce que j'ai oublié de dire? Non, un peu par rapport à la création, c'est vrai que nous, c'est une expérience de voir tous nos verriers travailler ensemble. Alors, pour la partie confection, effectivement, la boule centrale qui est en verre bullé a été faite à la verrerie de Biot, et puis les 2 parties qui constituent le reste de l'œuvre a été constituées dans l'atelier d'Antoine Pirini, avec les verriers. Donc il y avait Nicolas Lati, Christophe Sabat, Antoine Pirini, Jérôme Chion, et donc ils ont tous travaillé ensemble pour la création de cette œuvre, sachant Anne Le Chadinsky. Anne Le Chadinsky pour la verrerie de Biot, sachant qu'elle a une petite particularité. Donc le verre bullé, c'est une marque de Biot, mais il y a aussi le verre en fait est phosphorescent. En fait, il réfléchit la lumière, il emmagasine de la lumière, et puis le soir, alors là, on ne pourra pas le faire, mais si on éteint toutes les lumières, le verre va luire dans le noir, comme vous pouvez avoir un effet un petit peu phosphorescent sur des matériaux un peu normaux. Alors, est-ce qu'on peut faire le noir complet? Non, sur les têtes, non, je pense qu'il lui fallu qu'il emmagasine plus de lumière. Il faut qu'il emmagasine un petit peu de lumière, et puis après, c'est pour ça aussi qu'on a fait un plan qui projette de la lumière dessus. On peut un petit peu voir justement les fragments luminescents et les pépites un petit peu que vous voyez à travers le verre. Donc là, je vais juste éteindre le courant. Oui, parce qu'après, on pourrait croire que c'est à cause de nous. Voilà, tout à fait. Si tu éteins, si ça s'éteint, on est mal. C'est bon. Ouais, non, elle n'a pas eu le temps de se recharger. Elle n'a pas eu le temps de se charger. Bon, tant pis. L'effet spectacle est un peu raté. Après, c'est vrai que ça marche un petit peu mieux avec la lumière naturelle. Il y a les écrans, après, il y a les écrans, oui, qui bouffent là. Ouais. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Mais là, on le voit bien en tout cas avec le noir. On voit bien les pigments qui se reflètent. Donc, c'est quelque chose il fonctionne par couche de verre en fait. Donc, ils viennent cueillir avec la canne une première couche de verre. Ils mettent les pigments à l'intérieur et puis ils vont venir faire une deuxième couche de verre à travers. Et c'est couche après couche en fait qu'ils arrivent à façonner une forme. Donc, ils ont façonné la première partie, la deuxième partie, la troisième partie à la verrerie de Biot, et ensuite l'assemblage entier a été fait à froid, ce qu'on appelle le trail à froid. Donc, on met de côté la forge, on met de côté le four, et à ce moment-là, ils font simplement un assemblage avec un collage avec le verre. Voilà. Comme j'ai commencé par l'innovation, je vais finir par l'innovation, parce que le fameux verre bullé de Biot, ça vient d'où?
Bah là aussi, ça s'est rendipité. Ça fait qu'un jour, un verrier s'est gouré dans le dosage du bicarbonate qu'on met dans le verre. Il y a eu trop de bulles. Et voilà pourquoi. Voilà. C'est exactement un exemple typique d'innovation qui n'était pas prévu et qui a fait la renommée qui fait la renommée de Biot. Hein. Donc le verbulé, c'est encore une connerie. Au départ, c'est une erreur d'un verrier. Quoi. Voilà, c'est ça l'innovation. Ben voilà, ben merci infiniment. Et bon, si vous avez des questions... mes collègues ils vont répondre. Parce que... Oui. Est-ce que cette œuvre elle a été estimée? Est-ce que l'apport de l'IA permet d'apporter de la valeur à cette œuvre? Alors, j'ai vendu ça au maire en lui disant que la dernière œuvre qu'avait fait Mobius, il avait vendu 450 000 dollars à Londres. C'est comme ça que j'ai vendu ça au maire. Mais bon, soyons sérieux. Aujourd'hui, si vous la voulez, c'est moins 60 000 euros parce que c'est ce qu'a payé le département, la région et la mairie. D'accord? Donc, ça nous a coûté, le projet a coûté 60 000 euros à ces trois entités. Voilà. Maintenant, alors, il est propriété de la mairie de Biot. Okay. Bon, maintenant, je vais essayer. Alors, j'ai fait une conférence à Montsartou, donc à côté, donc sur art et sciences, il y a pas très longtemps. Je vais essayer, grâce à Marco Landi, donc de la faire voyager. En espérant que dans 2 ans, si je fais une vente aux enchères, peut-être que je vais dépasser le tableau Bellamy. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et puis bon, et en tout cas, ça n'a pas été l'esprit, quoi. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait pour ça. Aujourd'hui, les verriers de Biot effectivement sont les premiers à avoir créé une œuvre en 3D en utilisant l'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc au niveau valeur, aujourd'hui, elle vaut 60 000. Elle vaut ce qu'on a payé, quoi. Voilà. Oui. Ouais, c'est une très très bonne question. Alors, le verrier qui a vraiment été le chef d'orchestre, c'est Christian Lati, hein, qui a été Nicolas. Pourquoi j'appelle Christian? Nicolas. Oui, parce qu'il y a beaucoup de Christian. Nicolas Lati, qui fait des poissons et des gros yeux. Donc Nicolas Lati a vraiment accroché là-dessus. Je lui ai demandé effectivement d'en parler à ses collègues américains, mais alors. Je ne sais pas répondre, j'espère, donc, mais il faut encore que j'enfonce le clou. C'est-à-dire, je pense que si je refais encore une œuvre avec d'autres, avec les mosaïstes et tout, il y en a un qui va accrocher. Mais c'est difficile parce qu'il faut mobiliser des sociétés comme Mobius qui sont très, très ouvertes. Bon, mais à chaque fois, il faut quand même les payer. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas une plateforme que je sois en open source où les verriers pourraient jouer dessus. Hein. Mais c'est ce que j'ai au fond de moi, c'est ce que j'espère. Donc, effectivement, c'est mettre à disposition des outils supplémentaires pour augmenter la créativité de nos verriers, de nos mosaïstes, peu importe, pour que ça prenne une place. Mais aujourd'hui, les gens qui se font une place dans l'art et l'IA, c'est encore ceux qui ont les algos d'IA et pas les artistes. Voilà, c'est encore du côté de l'informatique aujourd'hui, ce qui est tout à fait logique parce qu'il faut manipuler ce genre de... Voilà, on a des problèmes de taille de données, enfin, vous connaissez ça très bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais répondre oui, mais la question est excellente. On est bon? Bon, on va remercier en tout cas de nous. Non, il n'y a pas d'artiste. Parce qu'il pourrait le prendre mal alors que ce n'est pas l'intention. En fait, aujourd'hui, il y a de la création comme ça avec de l'IA. Au-delà de l'aspect artistique, il y a même des systèmes de CO. Il y a de grandes boîtes parmi les meilleures au monde sur la CO qui aujourd'hui font de la coopération entre l'être humain, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Les postes de CO de conception assistée par ordinateur moderne combinent un peu les deux. Donc l'IA participe au processus de créativité. Si ça vous intéresse, je vous montrerai des slides de fly après. Mais en fait, dans les approches industrielles, pas artistiques comme celle-ci, en fait, on a une phase qui est plutôt de type impression 3D, notamment. Oui. En fait, ce qui est co-créé par l'homme et l'intelligence artificielle, il est imprimé après, donc sous forme de pièces. Je vous montrerai des exemples de chaises, etc., inventés par bien les visages aussi. Donc, quand tu as parlé du GAN, il y a des visages. Tout le monde ne sait pas, par exemple, qu'il y a un truc qui passe sur TF1 après le journal. J'ai regardé 1 ou 2 fois pour ma culture, je ne regarde pas. Je ne sais pas si vous arrivez de voir comment il s'appelle. Oui, je vois très bien. Oui, je vois très bien. Pompidou, en fait, je ne sais pas si... Oui, il prend tous les visages. Les visages, en fait, ça va même au-delà d'images de
et donc faire de la manipulation dans tous les sens. Il y a beaucoup de fake news qui sont basées sur ce genre de manipulation. Là, c'est les usages négatifs de l'IA, comme je le disais ce matin. Et donc, en fait, dans des choses comme ça, les gens de la CO industrielle, ils imprimentent sur la 3D. Et donc, du coup, je ne sais pas si... les artistes ne sont pas là, donc est-ce que finalement, il n'y aurait pas aussi peut-être une tentative, puisqu'on est dans la création artistique, de dire que c'est de l'IA et de l'informatique de bout en bout, en mettant ce qui est conçu par l'IA est imprimé par une impression 3D, sauf que peut-être pour le verre, c'est un peu compliqué. C'est exactement c'est ce qu'on voulait faire au début. Je me suis dit, je vais pas bon, ils me donnent les photos, puis après je les embête plus. Et après, j'avais pensé à l'imprimante 3D. Bon, je me suis dit, ça va être compliqué parce que bon, il y avait le verre. Et ensuite, bon, bien heureusement, ils ont repris la main et c'est très bien comme ça. Mais effectivement, c'est tout à fait la première trajectoire. C'était ça. C'était ça. Je me suis dit, bon, ben ok, on va faire. Je voyais pas d'inconvénients, mais c'est vrai que c'est tout à fait une possibilité. D'ailleurs, c'est dans l'approche mosaïste, on va sans doute s'orienter vers un truc, sans doute, il y a de bout en bout, on va voir pour la mosaïque. Mais bon, c'est encore pas décidé. C'est vrai que là, c'était un projet porté par la ville de Biot. Donc la ville de Biot, c'est le verre. Donc on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas imprimer. C'est pour ça que je faisais la remarque. On n'avait plus la même objectivité si on avait fait ça. J'ai une question très rationnelle, s'il vous plaît. Donc, avec cette crise énergétique, j'ai connu que le verre coûte trop. Absolument. J'ai connu que plusieurs entreprises italiennes, par exemple, à Murano, à Venise, qui est fameuse, se doivent fermer. Donc, comment vous passez avec cette coût pas indifférente? Alors, ça, il faut se vérifier, mais je sais que j'ai... Vous avez résolu ce problème? Pour l'instant, ce sont les verriers qui résolvent, et le meilleur moyen qu'ils ont de résoudre pour l'instant, c'est d'avoir souscrit des contrats avec les fournisseurs d'énergie, il y a quelques années déjà, donc qui leur permettent d'aller plus loin, au moins sur l'année 2023, pour maintenir leurs coûts. Simplement, ça ne va pas durer. C'est la situation, voilà, comme ça, dans le monde, on doit persister comme ça. Ça va être compliqué. C'est vrai qu'il y a un double coût pour les verriers. Déjà, il nous expliquait que s'approvisionner en verre, c'était de plus en plus... Le coût du verre aussi a beaucoup augmenté. Le coût de verre a beaucoup augmenté, donc la qualité baisse parce que les gens veulent tirer des coups. Et c'est une catastrophe. Et en fait, il nous expliquait que notamment le problème, un bon verre, il a un temps de refroidissement qui est suffisamment long. Et un mauvais verre, beaucoup plus court. Et là, c'est terrible pour un verrier si jamais le temps de refroidissement qu'il a prévu est divisé par 2. Et voilà. Donc, il y a vraiment des... Non, c'est un vrai problème. Et on n'a pas la solution parce que là, ils sont touchés par l'énergie et par la matière première. Les deux. Donc, c'est une grosse problématique. On a accueilli... Alors, la ville de Biot a accueilli des verriers norvégiens il y a très peu de temps. Et c'est vrai qu'ils ont le même... Enfin, ils rencontrent exactement le même problème qu'ici. Ils font le même métier. Eux, après, c'était sur les coûts de l'énergie, notamment l'électricité et le gaz. Ils ont des soucis un petit peu moindres parce qu'ils peuvent s'approvisionner par eux-mêmes, ce qui n'est pas le cas en France. Et nous, c'est vrai que les coûts pour faire fonctionner les fours, c'est du gaz et l'électricité. Et c'est on va dire que c'est des machines qui fonctionnent avec un gros approvisionnement. C'est de l'industriel quasiment, quoi, à leur taille, j'entends. Et puis, on n'arrête jamais un four. C'est ça, c'est que le four, il reste en fusion, il est tout le temps alimenté, en fait, jour après jour, de nuit, et il travaille dedans. Si on l'arrête, c'est pour plusieurs mois. C'est ça. Et d'ailleurs, on avait un problème comme on avait plusieurs couleurs, et un four, il marche aussi, il y a des fours qui sont spécialisés dans les couleurs, donc on a dû jongler aussi avec ça, avec tous les différents fours de Biot, pour arriver effectivement à faire ce qu'on voulait, quoi. C'est vrai que c'est... Vous avez pensé de faire un site internet pour présenter cette Alors, alors il y a un vrai souci pour nous de communication. Alors, le site internet, on l'a, je pense qu'il y a effectivement. Mais moi, ce que je tiens, c'est que je veux la faire voyager, quoi. Je veux que ce bébé, il la faire voyager dans différents musées, dans différents, voilà, donc expositions, parce que c'est vraiment pas connu, quoi. C'est vrai que c'est un peu. Donc, il y a un souci de communication, parce que je veux pas que le soufflet tombe. Et j'aimerais continuer dans cette voie avec d'autres artistes, pourquoi pas prendre des peintres et des verriers.
variées, par exemple, hein, mêler deux de disciplines artistiques différentes, des choses comme ça. Et parce que c'est le gros avantage de l'IA, c'est que justement, ça offre cette possibilité d'une combinatoire infinie, donc à la fois avec des verriers, mais aussi en mélangeant des différents arts. Et je crois que c'est vraiment un truc important. Donc oui, c'est important la com, mais bon, on est aussi une petite mairie, donc voilà, il faut. Ça, mais bon, on a. Je pense que je vais essayer de la faire mettre en exposition au Palais des Festivals à Cannes, parce que bon, il y a plus de passages qu'au centre multimédia de Biot, mais qui est très bien. Mais c'est vrai que c'est. Bien sûr qu'il y a des mécènes aussi, il trouvait des Bien sûr. mécénats, donc il y avait des hommes et des femmes. Oui, non, mais alors la première personne qui nous soutient, c'est Diana Landi. Diana Landi, c'est la femme de Marco Landi, mais qui est aussi une artiste. Donc, effectivement, qui habite juste à côté de la Fondation Mag, donc, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc, et voilà, et je compte beaucoup. Et c'est Diana qui m'a demandé de faire l'œuvre. Donc, quand Diana a vu ça, elle m'a demandé de faire la même chose avec les mosaïstes. Donc, voilà, je croise les doigts parce que c'est pas encore financé ce coup-ci. Mais il y a quand même des gens qui sont sensibles, enfin, des mécènes, c'est le nom exact. Des mécènes, j'espère, qui vont nous suivre, parce que le budget d'une ville d'une mairie comme Biot, hein, c'est vrai que même si on fait partie des communes riches, ça reste délicat donc à mobiliser, quoi. Mais en tout cas, on est preneur, notamment Faisal fait d'idées, de société, ou voilà, qui serait je suis preneur de toujours de tes conseils, et parce que voilà, ça me semble bien de jamais dissocier la recherche, la technique du moins, la technique, la science de manière générale. Et puis, c'est très très beau, hein, surtout quand vous avez éteint les lumières. Ah oui, en plus, si on la laisse suffisamment se recharger, je pense qu'il va combien de temps. Ensuite, elle reste dans la pièce, elle irradie. Et là aussi, c'était quel verrier spécialiste de ça, de la photo c'est Novaro, hein, c'est Claude Novaro. Parce qu'en plus, il fut un temps, alors forcément, les gens où il y avait à Biot, effectivement, c'était vraiment un centre culturel. Il y avait des verriers connus mondialement. Pour les mosaïques, il y a eu Mélano, donc lui et sa femme. Donc, Chagall n'était pas loin. Hein, donc voilà, donc c'est vrai que c'est un creuset au niveau artistique qui est absolument phénoménal. Et si on peut y allier l'IA à ce creuset-là, on pourrait faire des choses sympathiques et voilà. Et puis bon, qui à la fois donne une image, et puis aussi une image de. J'ai eu une seule question, je l'ai eu, alors je vais le dire, mais c'est quand j'ai fait une conférence à Montsartou sur un colloque sciences et arts. Une personne, sur Solence, on était quand même plusieurs. Et il y avait du monde, et une personne dit oui, mais c'est inadmissible que font les artistes. Bon, à mon avis, cette personne n'avait pas du tout comprendre, ou je me suis mal exprimé, mais voilà. Donc, mais en général, voilà, il n'y a pas à se dire, voilà, enfin, c'est pas contre les artistes. Et en plus, dans ce cas précis, leur place a été largement protégée, et donc c'était vraiment de la coopération, de la collaboration vraiment intéressante. Pardon. Alors malheureusement, elle n'est pas à la c'est une très bonne. Elle n'est pas à la médiathèque de Biot pour des questions d'assurance comme ça. Uniquement pour des questions d'assurance, c'est qu'on peut pas. Si jamais on se fait dépenser la vitrine, on n'a pas les 60 000 pour. Donc, mais effectivement, donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle est dans un placard. Elle n'est pas visible. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas visible. Donc il faut m'inviter, hein, pour que je vienne avec. Il faut m'inviter pour que je vienne avec, et voilà. Mais non. Oui, c'est tout à fait. Et oui, moi, c'est Marco qui m'invite à chaque fois. Donc, quand Marco, qui est lui, est invité très souvent, c'est Marco qui m'emmène dans ses bagages. Donc, et j'espère qu'on la verra à Venise, qu'on la verra donc.